et à tous et bonne année. Bonne année. Bien sûr. L'opposition vous dit merci. L'opposition, elle est un peu décelée. Pas du tout. Elle est un peu décelée. Non, mais elle est suffisante. Mais bon, bien, alors, je ne sais pas si vous êtes de la grippe. Je pense qu'il y a une grippe, rhume. On a une procuration pour les stages. C'est Frédéric Sermonneau qui a la procuration Yann Caïrol. Mais je n'en ai plus d'autres procurations. Peut-être espérons que. Non, on ne peut pas faire des internes. La porte reste ouverte. C'est la loi. Voilà. Ouais, je sais, mais c'est la loi. Bon, donc, comme il n'y a pas d'autre procuration, le quorum étant atteint, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Donc, le point numéro 1, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance du 13 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations sur ce point? Non. Donc, vous me donnerez acte que je voulais donner. Alors, Laetitia m'a dit de dire non. Mais ne parle pas. Ne tiens pas. ne tiens pas. Tu crois que tu es fort. Donc, on y passe. Tu vas retourner les escaliers, là. Oui, moi vous aurez. Bien. Donc, le point numéro 1, réel, c'est l'information dans le cadre de la délégation que vous m'avez donnée. Donc, c'est une liste d'informations que je vous transmets chaque fois. Donc, je vous fais grâce de la lecture, mais naturellement, s'il y a des questions, on peut y répondre. Les élus en charge des décisions que moi je suis peuvent y répondre, je peux y répondre. Donc, s'il y a pas de questions, pardon, alors, pour l'approbation du procès verbal de la séance du 13 décembre, bon, si je commence bien, il faut le faire voter. Et c'est là que pour les informations, vous me donnez acte. Donc, qui est pour l'approbation du procès verbal, s'il y a des contre, des abstentions, tout le monde est contre. Merci. Les informations au conseil municipal, vous donnez acte que je vous les ai données. Et donc, je passe au premier point réel de l'ordre du jour, qui est le compte rembourse centre Occitanie. Et je donne la parole à Roland Castanet, qui vous donne les grandes lignes. Bon, alors voilà, le contrat pour centre, on en a parlé, c'est une. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un contrat de région qui est créé donc, pour améliorer l'attractivité, le développement des bourgs-centres dans notre région Occitanie de 2023 à 2028. Alors, en fait, il constitue un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et aussi de développement économique. Alors, ce contrat, c'est un contrat cadre qui est inscrit dans le projet de transition écologique et énergétique et qui est lié aussi au pacte vert Occitanie. Donc, sur Rennes, on s'est engagé dans ce contrat pour être inscrit dans une dynamique de projet, évidemment, que je vais développer, et puis aussi pour une recherche plus facilitante de subventions qui permettront la réalisation de ces projets qui seront nombreux. Donc on a retenu, d'abord on a fait un état des lieux sur les points forts et sur les faiblesses de notre commune. Ensuite on a travaillé sur les enjeux et les défis à relever. Et pour finir, on a défini un projet de développement et de valorisation de notre commune sur un pacte pluriannuel. Alors, on a retenu, en résumé, 4 axes. Alors, le premier axe, c'est un axe stratégique, c'est accélérer la transition écologique au bénéfice du cadre de vie. Alors, préserver et restaurer les milieux naturels et la biodiversité, donc on s'est déjà engagé dans pas mal d'actions. Ensuite, travailler vers une autonomie alimentaire, à savoir renforcer l'agriculture et tendre vers une alimentation autonome, apporter des réponses aux enjeux du changement climatique, à travers là aussi pas mal de projets qui ont déjà été mis en place, s'engager dans la transition énergétique et numérique, compte tenu des difficultés on va dire, de gaspillage d'énergie dans beaucoup de bâtiments communs. L'axe 2, c'est agir en faveur de la mobilité pour tous.
Donc cet axe, c'est d'abord travailler les connexions à la gare. Aujourd'hui, cette gare, ça reste un élément stratégique pour notre commune, puisque selon les politiques donc, de transport de l'État et de la SNCF, nous avons la possibilité vraiment faciliter de transporter les travailleurs vers Perpignan à travers les lignes ferroviaires. Ensuite, promouvoir les mobilités douces. On pense que le réseau de mobilité douce dans notre commune va faciliter d'abord l'utilisation du cœur de ville, mais on va aussi favoriser des économies d'énergie, la santé pour tous, mais aussi des connexions avec les autres communes, puisqu'il y a un axe de développement de mobilité douce sur l'ensemble du territoire. Ensuite, repasser et optimiser le stationnement. Donc le stationnement, c'est un gros problème, notamment dans le cœur de ville. On a commencé à répondre à cette demande, mais beaucoup de travaux sont encore à faire. Et ensuite, relier les espaces urbains entre eux en agissant sur les coutures urbaines. Donc ça veut dire relier notre cœur de ville avec les lotissements de la Splose, les espaces sanitaires, c'est-à-dire faciliter les connexions pour que les gens naturellement se mélangent et ne restent pas enfermés dans leur zone d'habitat. Voilà pour l'axe 2. L'axe 3, c'est requalifier l'urbain et valoriser le patrimoine. Donc, reconquérir l'espace Salita, qui est un ancien collège d'Inde, qui est un espace de friche avec un potentiel de développement énorme. Cet espace, on a énormément de projets en cours, qui se réaliseront évidemment à partir du moment qu'on aura nos capacités de financement. Reconquérir les friches par renouvellement urbain. Donc les premiers travaux, on les a déjà constatés, l'aménagement de l'ancien marché de Gros, avec une urbanisation, la création d'un parc, etc. Ensuite, restaurer les monuments remarquables altérés par le temps. Donc on est en pleine actualité, tout le monde sait qu'actuellement on recherche des fonds pour remettre à flot les bâtiments de la maternité suisse d'Aisne. On a aussi le chantier des remparts et d'autres encore, la cathédrale, etc. Voilà, donc ça c'est l'axe 3. Dans l'axe 4, c'est soutenir le grand cœur de ville et renforcer le dynamisme du territoire. Alors il faudrait donc améliorer le logement et le cadre de vie. Donc il y a déjà des actions qui sont concrètes, puisqu'on travaille avec la communauté de communes, on a des organismes qui permettent aujourd'hui d'aider les propriétaires à améliorer leur habitat. Développer la solidarité, on a mis en place aussi un système qui permet d'être plus à l'écoute des besoins de la population et répondre au mieux avec les potentiels d'aide sociale qui nous appartiennent. Accompagner l'emploi et l'économie, garantir la tranquillité publique, la sécurité, la prévention de la délinquance, et avec d'ailleurs donc la création depuis plusieurs années du Centre local de prévention de la délinquance. Et évidemment, promouvoir le tourisme patrimonial et culturel. Voilà, ça c'est les 4 axes stratégiques définis par le Pourcent. Alors, pour y arriver, évidemment, on va agir sur la centralité et l'attractivité de notre commune d'Aisne. Alors, comment rendre notre commune plus attractive? D'abord, il y a la structuration d'une offre de services diversifiée et de qualité. La création du centre de santé est un exemple. Aujourd'hui, ce pôle santé fait que les gens ont plus facilement envie de s'installer à Aisne que dans des communes dépourvues de médecins. On a aussi un tissu économique de services, y compris des services au public et de services publics, puisqu'on a résisté à la suppression du trésor public. Voilà. Ensuite, développer l'économie et l'emploi. Qualification du cadre de vie, patrimoine, aménagement paysager, valorisation des espaces publics et des façades en cœur de ville. Donc on a commencé aussi pas mal d'actions sur cette zone, des façades nouvelles, la création des jardins partagés dans ce cœur de ville. La qualification ensuite et le renforcement de l'offre à l'habitat, c'est-à-dire qu'on travaille avec un établissement public foncier Occitanie qui nous a permis d'acquérir certains lots de bâtiments du cœur de ville pour en faire des lots qui seront des lots plus, on l'espère, plus propices au logement de qualité. Voilà. Ensuite, la valorisation des espaces
des spécificités locales, c'est-à-dire le patrimoine naturel, architecturel et culturel, quand on voit bien le chantier énorme qu'il y a dans cette ville, le développement économique et la qualification de l'offre touristique, donc l'infrastructure de commerce, de proximité, l'artisanat, l'implantation de commerce et d'artisans, on espère, dans le cœur de ville, avec aussi le dispositif complémentaire de petites villes de demain. Voilà, donc on est dans les coups, on va dire, dans l'inscription, on va dire, du schéma politique d'aujourd'hui pour avancer maintenant de manière concrète. Voilà, alors on travaille avec des partenaires, c'est évidemment notre commune travaille avec le pays Pyrénées-Méditerranée, la région Occitanie, le conseil départemental, la communauté de communes, l'établissement public foncier Occitanie et le syndicat d'énergie et d'électricité du pays catalan. Voilà. Donc on va demander à monsieur le maire évidemment, on va soutenir monsieur le maire pour qu'il vote pour ce projet qui sera validé de toute façon au niveau régional bientôt dans 2 mois officiellement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et elle pourrait venir parce que c'est Roland a résumé vraiment un dossier qui doit faire à plusieurs pages. Combien? 160 pages. Donc on le tient à votre disposition. Il y a des choses très intéressantes dedans. Voilà. Et, alors après, je ne vous promets pas que ça nous rapportera beaucoup d'argent, mais bon, en tout cas, si on veut faire des études, elles seront financées. Voilà. Donc, dans ces dispositifs, surtout les études, surtout que l'étude a été financée, avec le travail qui a été fait, a été financé de manière importante. Voilà, donc, Oui, puis il faut remercier aussi les techniciens de l'engagement dans ce projet. ce truc-là. C'est quoi, c'est l'alarme? On peut pas la désactiver? J'ai essayé, mais Elle ne veut pas se désactiver. Ça l'arrache? Aujourd'hui, on a eu l'internet qui ne pouvait pas marcher. Tout l'après-midi. Et si on ferme cette porte, on pourrait ça là? Bien, allez, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Merci pour l'explication. S'il y a des contre, des abstentions, non, je vous remercie. Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Donc, la parole à Francis Molina pour des travaux à l'école Néo. Bonjour à tous. Alors, ça concerne le financement pour les travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire Joseph Néo. Parmi les bâtiments communaux prioritaires, l'école Joseph Néo figure en première ligne. C'est une construction de 1950 de presque 2000 m² et elle est labellisée par la DRAC au titre d'une architecture contemporaine remarquable. L'ensemble du programme de travaux envisagé répond ainsi à la préservation d'un bien communal à forte valeur ajoutée, à l'ambition d'un gain conséquent sur les plans environnementaux et financiers et une amélioration du confort des 400 élèves et autres usagers. La première tranche de ferme a été réalisée. C'était l'isolation des combles, des fréaux, remplacement de la chaudière, le traitement des postes d'éclairage d'un étage. Il reste aujourd'hui des tranches optionnelles et conditionnées aux aides publiques susceptibles d'intervenir et dégager de l'obligation d'un autofinancement de 20%. En effet, cette part d'investissement reste disproportionnée quant à la capacité financière de la commune. Ainsi, la commune a d'ores et déjà sollicité une dérogation exceptionnelle à la règle des 20% au prix du préfet. La collectivité, démunie de l'ingénierie interne suffisante au portage complexe d'une telle opération, s'est adjoint les compétences d'un maître d'œuvre et d'un bureau d'études spécialiste des fluides afin d'évaluer les impératifs de clôture de ce cycle de rénovation thermique sur l'année 2024. Les études préalables ont dégagé une estimation de travaux qui s'élève à 1 283 900 € hors taxes, hors frais et options compris. Frais annexes et options compris, pardon. Décomposés tels qu'exposés dans le plan de financement suivant.
Au titre de la décile 24, 256 780 €, ce qui fait total de 20%. Sur le fonds d'air de 2024, 346 653 €, ça fait 27%. La région, 10%. Le département, 23%. Et il nous resterait un autofinancement de 20%. Monsieur le maire propose d'approuver et sollicite toutes ces aides pour bien exécuter ces travaux. Merci. Pour les colères. Normalement, pour information, on lancera l'appel d'offres à entreprise fin février, normalement. La demande de dérogation à la règle de l'autofinancement nous laisse espérer de réduire encore la part. C'est ça, hein. Voilà. Donc on espère. Ouais. Alors, il faudrait qu'on ait la possibilité de mettre 10% et qu'on ait la subvention pour 90%. Mais Sinon on ne le fait pas. oui, non, mais on le fait, mais je veux dire, il faut qu'on obtienne la possibilité de le faire, mais qu'on obtienne les sous. Oui. Mais bon, On va chercher. je trouve que pour le type de travaux agricole, ça, je pense que ça va amener. Et puis bon, ça nous permet de répondre aussi à un reproche qu'on nous fait régulièrement dans les conseils électoraux, de ne pas nous soucier de cette école. On a des revendications auxquelles je résiste quand j'y vais, comme témoigner avec qui que moi, c'est par exemple la clim, à laquelle je dis non, il n'y a pas de clim. Elle n'est pas incluse. Non, mais ça me fait chier qu'elle soit incluse, alors que j'ai dit qu'elle n'y serait pas, quoi. En fait, bon, c'est juillet-août, mais il faut quand même qu'on amène une réponse pour qu'on amène un semblant de fraîcheur, quand même, à l'école, parce que l'école souffre de ces entrées qui sont dessus, des Peut-être rappeler son âge, il a 70 balais. oui, 70 balais, etc. Donc c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir avec les enseignants et surtout avec les parents d'élèves, mais après, comme on dit, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Si on met de la clim partout, après, c'est un peu compliqué d'expliquer. On lutte à même temps contre le changement climatique et compagnie. Voilà. Juste un petit mot, bon, là c'est l'ancien directeur d'école qui parle. C'est vrai que voilà, l'ancien directeur, mais connaissant évidemment bien ce bâtiment, c'est une réalité. Pendant les périodes du mois de juin jusqu'à la fin septembre, on a un thermomètre en main, atteint des températures à cause de cet ensoleillement excessif et ces baies vitrées qui ne sont pas forcément adaptées, qui allaient de 35 à 37 degrés. C'est pour ça que les enseignants nous alarment là-dessus, quoi. Maintenant, moi, je rejoins le maire, il faut trouver sûrement d'autres solutions techniques pour baisser la température pendant ces périodes. Justement, on a demandé aux techniciens de prévoir des menuiseries avec des triples vitrages et des prises de soleil pour éviter cet ensoleillement côté court. C'est surtout là que ça se soleil. Je n'ai pas énuméré les travaux qu'on allait faire, mais c'est toutes les menuiseries avec des prises, on remplace tout, avec des prises de soleil côté court. Il y aura l'isolation thermique par l'extérieur. Dans tous les couloirs, puisqu'on va faire une ventilation mécanique, on va mettre des gaines, on va faire un faux plafond dans toutes les coursives, avec des faux plafonds et avec des ventilations mécaniques et revoir l'électricité dans les couloirs naturellement. Voilà, tout ça sera remplacé. Voilà, ça fait partie de l'ensemble des travaux. Ok, d'autres interrogations? Non, je me passe. Si. Ça se fera en combien de temps ça? Alors, on lance l'appel d'offres, comme je disais tout à l'heure, février, pour un démarrage, pour une première tranche dès cet été. On va essayer de faire la partie court dès cet été. Il faut qu'on le fasse à la fois avec les locaux ouverts. Donc, on va profiter des vacances scolaires pour faire l'examen de la cour. Derrière, on pourra travailler plus facilement
sans perturber trop les classes. Ça va être un peu infernal. Et ça risque de chevaucher sur 2025. Voilà. Ça va être un peu infernal pour les enseignants et les élèves. Mais bon, Faut le faire. on n'a pas de choses. On ne peut pas fermer l'école et la mettre ailleurs. On n'a pas les moyens. Il faut le faire. Donc, voilà, comme les entreprises ont l'habitude, ils ont le cahier de charge. Voilà. Donc, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je me demande de pour. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mathieu Stubert. Bonsoir tout le monde. Du coup, il s'agit d'un projet d'extension aux entrées de ville pour la vidéoprotection. Donc, pour rappel, la commune d'Elne actuellement est équipée d'un système de 36 caméras de contexte au niveau de certains endroits de la commune, principalement au centre-ville, de vidéoprotection. Et on s'est aperçu en discutant régulièrement avec la gendarmerie et autres que des caméras aux entrées de ville seraient très utiles pour de nombreuses choses. Et donc du coup, c'est ce projet d'extension et de financement qui est proposé aujourd'hui, avec bien sûr une mobilisation maximale de fonds externes, on va dire, comme par exemple donc, le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, auquel une demande sera faite, la DETR aussi, la dotation d'équipement des territoires ruraux, et l'AIT, l'aide à l'investissement territorial du conseil départemental. Donc, il est proposé au conseil municipal de solliciter ces financements afin de réduire la part d'investissement communal. Donc, le coût total actuellement étudié serait de 109 666 €. Voilà, donc le conseil municipal d'aujourd'hui est appelé à voter en faveur de cette demande et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. Soit que, ça n'a pas été dit, mais cette réflexion émane du conseil de prévention de la délinquance. On a fait qui était fréquenté par tout le monde. La gendarmerie, la police, le procureur, les pompiers, les acteurs sociaux, les pompiers, les élus, les écoles, etc. Et donc, on est dans un dispositif qui ne filme pas à l'intérieur de la ville les façades de maisons, les places, les lieux publics, etc. Mais simplement les entrées et les sorties de ville, parce que c'est un outil, de protection contre le déplacement, notamment des dealers de la périphérie de Perpignan parce que la gendarmerie a concentré ses forces sur Perpignan, donc on s'aperçoit, enfin, les services de gendarmerie et du procureur s'aperçoivent qu'il y a des déplacements vers les villages et aussi d'élucidation en fait, d'affaires, parce que par exemple dans le cas de la fusillade de Corbeil, si on avait eu ce dispositif, on aurait su immédiatement vers où étaient partis, vers quelle commune étaient partis les auteurs de la fusillade, par exemple. Un des exemples qui peut être donné, c'est-à-dire qu'on a identifié les véhicules dans lesquels sont partis les auteurs de la fusillade. Je rappelle qu'aucun n'était d'Elne, c'est les circonstances qui sont toutes ici. Mais après, une fois qu'ils ont quitté le périmètre de la pharmacie, de là où on avait les caméras, on ne sait pas s'ils sont partis vers Perpignan, vers Aligna, ou vers Saleil, ou vers Argelès. Donc, c'était l'acteur d'élucidation. Donc, c'est venu de là. Moi, je pense que si on n'a pas ces financements, on ne le fera pas, parce que nos budgets sont contraints, mais que si on a les financements à 80%, je crois qu'on peut le faire, parce que c'est aussi un gage un atout de plus dans la lutte contre même si c'est pas la ville d'Elne n'est pas une centre de drogue, etc. Mais il y a quand même des trafics, des petits trafics qui se développent et qui pourrissent un peu la vie aux gens,
notamment dans le centre-ville, même si ça s'est un peu calmé, parce qu'il y a eu une action concertée de la gendarmerie, de la PM et des élus, mais bon, ça mine, ça use la vie d'un certain nombre de concitoyens. Et pas parmi les fachos, hein, je veux dire, parmi certains, parmi les plus progressistes, mais l'exaspération fait que, voilà, à un moment donné, quand tu ne peux pas dormir, que tu as peur, même quand tu es proche d'une sensibilité comme la nôtre, tu dis stop. Et on a été confronté à ça récemment d'ailleurs. Voilà. Le débat est ouvert. Monsieur le Portant. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs, selon les rumeurs, c'est vrai que j'étais contre la vidéoprotection. Et je pense qu'elle apporte beaucoup de choses, franchement. C'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident, mais elle permet. J'ai discuté avec le major de gendarmerie, commandant de la brigade d'Erne, et il m'a dit effectivement, ça peut servir. C'est vrai, c'est malheureux, c'est comme ça. C'est comme ça. Des points de deal à Erne, il y en a. Faut pas dire il n'y en a pas, non, il y en a, malheureusement. Comme dans toutes les villes, vous ne voyez pas, et tous les villages, il y en a partout. Mais je pense que c'est une bonne chose, voilà, tout simplement. Monsieur le maire. Ça sert d'autant plus qu'on enlève des moyens à la gendarmerie, ça c'est scandaleux, et à la police, parce qu'en même temps, on réclame depuis longtemps plus d'effectifs dans notre gendarmerie, etc. Mais ce que m'a dit le major, mais il ne faut pas. Je te coupe le micro. Il ne faut pas écouter la rumeur. Mais j'ai pas lu la rumeur parce que vous avez dit. Non mais attendez. Oui, monsieur le maire. Il ne faut pas écouter la rumeur, il faut s'en tenir aux faits. Donc, les faits sont clairs. Le premier maire, j'en suis pas fier, je vous le dis de suite, mais le premier maire qui a mis de la vidéoprotection à N, il s'appelle Nicolas Garcia. Je ne suis pas fier, mais c'est moi le premier qui ai mis de la vidéoprotection sur les parcs. Donc là, les gens maintenant qui vous raconteront cette rumeur, je vais leur dire qu'il ne s'appelle pas Barniol ou Brégier, il s'appelle Garcia. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas ce que je revendique le plus dans ce que j'ai fait. On l'a mis dans les parkings et je me suis rendu compte, parce que chiffre à l'appui, que quand je l'ai mis avec l'équipe municipale de l'époque, qui m'avait accompagné. Quand on l'a mis sur Saint-Jordi, sur le parking de la mairie, sur Saint-Jordi, on a eu 90% de chute des débits sur Saint-Jordi. Alors, la statistique que je n'ai pas, c'est dans quel autre quartier c'est allé. Mais sur les parkings souterrains et autres, on s'est aperçu qu'il y avait de l'efficacité, en tout cas, parce qu'à l'époque, certains s'en souviennent peut-être ici, mais à l'époque, on avait le parking Saint-Jordi qui était infréquentable. D'abord, il y avait peu de lumière, et le parking Saint-Jordi, les gens ne voulaient plus laisser leur voiture sur le parking Saint-Jordi parce qu'il était régulièrement. Voilà pourquoi on a été amené à mettre de la vidéoprotection et de loin en loin, on va arriver. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu dans le même esprit que les parkings. Ce n'est pas la vidéoprotection qui filme les rues. Encore dans l'affaire, je vous parlais tout à l'heure, ça nous a été utile. Parce que les gens ont même réclamé qu'on en mette d'autres, et pourtant, ce n'est pas des gens de droite, je veux dire. Mais merci. Le contrôle à l'entrée de ville, voilà, ça nous a paru être une proposition qu'on pouvait accompagner. Pour compléter ce qu'il disait, Pour compléter ce que vous avez dit sur les rumeurs aussi, très souvent on m'interpelle dans la rue en me disant pourquoi cette caméra ne marche pas, pourquoi celle-là ne marche pas, on m'envoie des messages. Il faut savoir que dès qu'une caméra ne marche pas, de suite on mandate à l'entreprise pour qu'elle soit réparée et toutes les caméras qu'on a dans elle ne fonctionnent. Voilà. Donc on va écouter tout ce qui est rumeur. Pour compléter ce qu'a dit monsieur le maire également, ce que me rappelait à nous, c'est que le CLS, non seulement c'est M. Garcia qui a mis les premières vidéoprotection, et c'est également le seul maire qui a entretenu le CLSPD. Qu'il a installé et qu'il a remis en place à son arrivée, puisque pendant 6 ans il n'y en avait plus.
Donc on accorde une Là, si il n'y en a pas eu, on est désolé hein, que je fais la gueule. Voilà. Je suis tout seul. Ah, oui. Donc, On voilà, s'en fout, c'est pour eux. c'était pour rappeler aussi ces choses-là. Et en plus, ces caméras sont des caméras bien particulières aux entrées de ville. Elles ont un effet aussi dissuasif, puisqu'il y a des lectures de plaques qui sont faites, etc. Donc, voilà, c'est que. Je suis un gendarme, vous connaissez. Oh. Monsieur le maire, monsieur, je suis un chien gendarme, je connais. Oui. Et c'est un outil. Non, mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Donc, c'est un outil utile. Voilà. Malheureusement, je veux dire. C'est un outil utile. Voilà, pour les dire. Oui. Merci. Allez, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des comptes? Abstention. Des comptes? Abstention. Tous les autres sont pour. Deux abstentions. Les autres sont pour, merci beaucoup. Alors, vidéo là, copropriété, non, ça c'est moi qui ai installé, les autres vont pouvoir aller manger la galette, parce qu'il y en a pour vous. Alors, Non, je vais essayer de faire. voilà, Alors, vous savez que sur le marché de gros, on a de nombreux projets qui sont déjà en cours de construction de bâtiments, de création de parcs, etc. Donc on avait besoin d'acquérir des voies privées pour que, évidemment, ces projets se réalisent correctement. Donc on a négocié avec la copropriété AS numéro 114, qui est représentée par les entreprises ZUEC, la possibilité de réaliser la jonction entre la rue Camille Cabana et la rue des Platanes au fond du site de l'ancien marché de Gros. Et ensuite, la deuxième tranche, c'était rendre public la partie gauche de l'impasse du Pas d'Enfance, c'est comme ça qu'on dit, Pas d'Enfance. Pas d'Enfance, d'accord, pardon, jusqu'au rond-point départemental de la route de la Tourbazaine, afin de donner un accès public aux constructions existantes et futures. Voilà. Alors, ces voies seront intégrées dans le domaine public communal. Il a été organisé une assemblée extraordinaire des copropriétaires au mois de décembre 2023 qui, à l'unanimité, ont donné leur accord pour remettre cette surface totale de 4 hectares 86 et 19 centiares, divisée en deux lots. Donc le lot A qui correspond donc à la rue des Platanes et la rue Camille Cabana pour une surface de 274 mètres carrés, et le lot B qui correspond donc à l'impasse d'Enflous, qui est jusqu'au portail de l'entreprise ZUEC pour une surface de 749 mètres carrés. Alors les conditions, les copropriétaires ont juste demandé évidemment une libre circulation des véhicules, y compris des poids lourds en cas de livraison. Compte tenu évidemment de cet intérêt public, il est proposé à l'Assemblée aujourd'hui de fixer le prix à 1 euro symbolique et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition pour s'engager dans ce projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Passe au vote. Contre. Abstention. Tout le monde est pour. Allez, délibération numéro 6. Bon, alors, la numéro 6, c'est une convention de servitude avec l'entreprise Enedis. Bon, l'entreprise Enedis va intervenir là aussi sur le site de l'ancien marché de Gros, plus particulièrement sur la parcelle qui accueille actuellement le bâtiment du restaurant du marché. Et ce projet résulte d'une demande de la commune de façon à supprimer les lignes ou le coffret public à l'intérieur du restaurant et donc placer tous ces éléments à l'extérieur. Voilà, donc les travaux envisagés vont emprunter des parcelles communales et en gros, il n'y a rien de particulier si ce n'est évidemment les détails de la convention sur l'emprise de 3 mètres, les bornages, les lieux pour encastrer les coffrets et effectuer aussi des lagages, l'abattage d'arbres ou de souches qui permettront d'être donc opérationnel sur ces travaux. Voilà, donc on demande à Monsieur le maire de valider ce projet de convention de servitude. Oui, Annie nous fait remarquer. Est-ce qu'il faut que tu sortes? Je savais pourquoi.
Je sais pas combien de salariés de l'Église. Ah bon? Ouais, sort. Ah, Mais le Ah, les tous terrorisés, bah, essaye de foutre le coup de pouce. Tu liras ma délibération. On en a vu d'autres, mais tu remets là. Ah non, je vais. Alors, donc, convention de servitude, c'est un truc classique, etc. Là, il y a raison, on est terrorisé par toute cette merde-là de prise illégale. Bon, voilà. Donc, autant je se protège. Ne soyez pas grossier, monsieur le maire. Oui, pardon. Délibération, donc, est-ce que vous êtes contre, abstention, tout le monde est pour, merci beaucoup. Bon, malheureusement, on est obligé de le faire. On va le chercher. Délibération numéro 7. Bon, c'est toujours moi. On va parler encore de ce secteur des marchés de gros, l'ancien restaurant du marché de gros. Et il s'agit de la division de l'immeuble et l'alignation de la copropriété. Donc, on se souvient qu'au mois de décembre 2022, nous avons signé l'accord pour vendre le restaurant, l'ancien restaurant et bar-restaurant du marché de gros, au prix de 310 000 € à M. Arthur Nazaréo. Alors, ce monsieur, pour des difficultés de financement dans ce projet, adresse une nouvelle proposition d'achat à la commune qui ne remet pas en question d'ailleurs la vente totale à 310 000 €. Alors, il va diviser les lots, c'est-à-dire qu'il fait donc un premier lot qui est l'ancien restaurant, qui est situé au rez-de-chaussée, au nom de la société Adriano et Livia, pour une valeur donc de 210 000 €. Et d'autre part, le logement qui est situé à l'étage en son nom propre, à savoir M. Nazario, pour une valeur de 100 000 €. Donc là aussi, il s'agit d'autoriser M. le maire d'acter de cette division pour permettre à ce monsieur de s'engager dans ce projet en espérant évidemment que ça soit une réussite pour lui et aussi pour la commune. Allez. Des questions? Aucune. Je pose la question, vous êtes 3 ou 4 membres présents ce soir, pas 3 chacun. Pas d'autres questions sur le restaurant. Bon, c'est une adaptation, mais finalement, je pense qu'on va aller au restaurant. Oui. Et à ce qu'il y ait une activité, espérons le vendre dans un tout cas. Allez, voilà Castagnier. Voilà, alors. Ah, on n'a pas voté pour ça. Pardon. C'est contre. Abstention, tout le monde est pour, merci beaucoup. Le point numéro 8 sur le centre municipal de santé. Alors voilà, et là c'est un point très important, c'est aussi une bonne nouvelle. Il s'agit d'étendre le centre municipal de santé avec l'acquisition d'un lot numéro 7 à la résidence Le Gallien. Alors il faut savoir que depuis le mois d'octobre 2020, la municipalité a créé ce centre de santé qui évidemment est un grand succès, mais qui aujourd'hui est insuffisant. Et pour essayer de couvrir les besoins de la population, un 6e médecin va être recruté sur notre commune, et pour que cet homme puisse exercer, évidemment, il lui faut un cabinet. C'est pour ça qu'on vous propose l'acquisition d'un local d'une surface de 103 mètres carrés, la résidence Le Gallien, donc avec évidemment des répartitions de droits sur l'utilisation des escaliers, des ascenseurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ce bien est proposé à la vente par son propriétaire, M. Fabrega, au prix de 150 000 €, augmenté de frais de notaire de 12 750 €, donc un coût total de 162 750 €. Donc là aussi, il s'agit de donner notre aval et autoriser M. le maire à voter cette décision qui reste absolument importante pour la qualité des soins des habitants de notre village. Dans notre petite région. Oui, donc. Non, juste une petite question, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Où est situé ce local? Il est dans la suite. D'accord, voilà. Je veux savoir. Oui, ça me suffit comme réponse. Non, mais il faut donner. Alors, ça me Je suffit. donner quelques précisions. Je pense que tous les élus maintenant doivent l'avoir, mais on peut donner un peu plus de précisions. Donc, ce centre municipal de santé, j'ai presque envie de dire, victime de son succès. C'est une réussite, monsieur le maire. Fait que les gens nous demandent un peu plus. Il y a de moins en moins de toubib. Et les gens ont toujours autant
Et donc, on nous demande de plus en plus que le centre réponde à leurs attentes. De ce point de vue, je veux rappeler qu'il n'y a aucune obligation de la part des municipalités de faire un centre municipal de santé. Et d'ailleurs, les municipalités précédentes ont regardé partir les médecins sans rien faire, sans rien. Nous avons pris le risque et fait le choix politique de le faire. Donc, la première chose à dire, il y a certainement des critiques à faire, mais la première chose à dire, c'est si on n'avait pas pris la décision de le faire, aujourd'hui, on aurait 2 médecins et demi pour répondre, ou 3 médecins en tout, pour répondre aux besoins de santé de la population, ce qui serait absolument impossible. Parce que même avec les 5 médecins, on n'arrive pas à y répondre. Donc, finalement, on savait que pour obtenir le 6e médecin, il fallait agrandir le centre. Donc, ce que nous achetons là n'est pas un nouveau local. Ce que nous achetons là n'est pas un nouveau local, c'est un local qui sert déjà au centre municipal de santé. Je vous rappelle que quand on a créé le centre municipal de santé, on a acheté la moitié du centre municipal et l'autre moitié était en location. Et on s'était engagé avec le propriétaire qui nous louait ça à 400 € par mois, à l'acheter. Donc, l'acquisition de ce centre, de cette partie qui est déjà centre municipal de santé, nous permet de louer les 2 locaux qui sont à côté pour 800 €. 2 fois 100 mètres carrés en gros, 2 fois 400 €, 800 €, avec un engagement pour la ville d'acquérir le premier centre, le premier en 2025 et le second, il y en a 2, en 2026. Janvier, début d'année 2026, début d'année 2025. Comme ça, on peut avoir la possibilité de créer pratiquement 3 nouveaux cabinets. Un pour le 6e médecin, un pour un des médecins qui est dans le centre mais qui sera perturbé par les travaux, puisqu'on doit agrandir le couloir, et les 2 autres seront à disposition de l'infirmière des années. Il y a une organisation et ça nous donne une possibilité de location d'un des cabinets, puisqu'il y a une disposition qui permet, on peut louer par exemple à des infirmières libérales, etc. Donc, parce que l'acquisition ou la location d'un seul, on y est allé, ne nous donnait aucune possibilité d'extension, puisque les fenêtres sont très mal classées, on pouvait faire qu'un cabinet supplémentaire, mais en supprimant un qui existait déjà. Donc, on ne pouvait même pas loger le 6e médecin. Voilà. Donc, je pense que alors, il faut le dire, en gros, la vente aujourd'hui dans cet immeuble, puisque j'ai, comme maire, je vois passer les déclarations d'intention d'annulé, de ce qu'on appelle les DIA, la vente aujourd'hui, la personne qui nous vend aujourd'hui le cabinet à 1 500 € le mètre carré vient d'acquérir au-dessus, pour pouvoir justement nous libérer le bâtiment, vient d'acquérir au-dessus à 2 500 € le mètre carré. J'ai vu la déclaration de donc, il le vend au prix où, en fait, lui, il avait acheté à l'époque au promoteur qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, pour pouvoir déplacer l'occupant qui a dans la salle qu'on convoitait, il achète au-dessus à 2 500 € le mètre carré. J'ai vu passer la DIA, c'est un prix. Voilà. Bon, voilà. C'est un problème de son côté, hein, mais en tout cas, pour nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que, en réalité, la commune s'enrichit. En réalité, quand tu deviens propriétaire de bien, la commune s'enrichit. Parce que si un jour, ce centre municipal de santé, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, mais faire comme on va ailleurs, la ville sera propriétaire de ces locaux qu'elle pourra revendre pour d'autres activités éventuellement ou y faire d'autres activités. Donc voilà, pour vous donner une explication un peu complète, demain la séance sera diffusée sur nos réseaux sociaux, donc elle sera vue par quelques personnes, autant qu'on donne les bonnes explications. Ce qu'on achète aujourd'hui n'est pas l'extension du centre, c'est le centre tel qu'il fonctionne. Et l'extension, elle nous sera louée avec promesse d'achat sur 2025-2026. Voilà. Il y a d'autres demandes d'explication. Je passe au vote. Il y a des contre, des abstentions.
Tout le monde est pour, merci beaucoup. Voilà, encore. Bon, voilà, donc là il s'agit de subventions qui vont être attribuées pour, dans le cadre de l'opération d'amélioration de l'habitat qui correspond donc à un certain secteur de notre ville, en gros le cœur de ville, ville basse et aussi la ville haute. Donc cette opération d'amélioration de l'habitat, elle est gérée par la communauté de communes. Elle incite à la réalisation de travaux pour permettre d'octroyer des aides à des particuliers sous deux formes. D'abord un accompagnement de bureaux d'études dans les projets de réaménagement des bâtiments et une aide financière pour la réalisation des travaux, quels que soient les travaux, à la hauteur évidemment des revenus des personnes. Cela dit, l'intervention, en règle générale, cette intervention financière est déterminante dans le choix des propriétaires pour améliorer le bâti et la qualité de vie dans ces quartiers. Voilà, donc je rentre un peu dans le détail parce qu'il y a plusieurs articles à lire là-dessus, mais le règlement, d'abord il y a une étude qui est faite précise sur le montant des travaux, il y a un avis qui est donné par un comité de pilotage technique, et ensuite un avis favorable, le propriétaire a 3 ans pour réaliser les travaux. Mais la subvention qui a été octroyée n'est donnée au propriétaire qu'après vérification évidemment des travaux, que tout soit effectué dans les normes. Voilà. Donc c'est un système qui a aidé beaucoup de personnes et on espère qu'on va encore améliorer notre cœur de ville grâce à ça. Alors là il s'agit d'un bâtiment 11 rue de Sèvres. Ce bâtiment, c'était le propriétaire occupant donc engage des travaux pour des problèmes de précarité énergétique sur une hauteur de 24 765 € TTC et l'aide sollicitée auprès de la commune est de 2 000 €. Alors sachez que c'est une des parties des aides, ce n'est pas la commune uniquement qui finance, il y a ensuite les autres instances. Voilà, donc on demande à monsieur le maire d'accorder cette subvention d'aide à l'habitat. Des questions? Non? Voilà. D'autre part, c'est la communauté de communes qui a la compétence. Il y a plus des contre. Les abstentions, tout le monde est pour, merci beaucoup. Deuxième. Voilà, donc on est toujours sur le même thème de subvention. Par contre, là, c'est un bâtiment 7 rue de la Paix, dont le propriétaire qui occupe cette maison est subventionné pour une lourde réhabilitation de cette maison qui s'élève à 117 642 € hors taxe, donc 129 896 TTC. Là aussi, il est demandé à la commune une aide de 2 000 €. Alors, sachez aussi que selon les revenus des propriétaires, la quotité de subventionnement est parfois très importante. Elle peut dépasser les 52% et même plus, selon évidemment les revenus. Voilà, donc là aussi, on demande à monsieur le maire de valider les 2 000 € d'aide de la commune. Et monsieur le maire, il ne peut pas le faire sans l'accord du conseil municipal, donc il nous demande de vous prononcer. Les contre, l'abstention, tout le monde est pour, merci beaucoup. Voilà, monsieur. Juste une question. Non, vous savez, c'est un. C'est pour l'intérieur de maison, l'intérieur. Ça que je ne comprends pas. Bon, 2 000 €, bon, effectivement, c'est pas énorme. Mais c'est pour l'intérieur de maison. Je pensais que les aides étaient pour les façades, pour les peintures. En fait, je pose une question. je réponds. L'OPH peut avoir plusieurs destinations. C'est des programmes qui durent un temps limité. Donc parfois l'orientation qui est donnée par celui qui porte l'OPH, en l'occurrence, là c'est la Comcom, ça peut être la rénovation énergétique. D'accord. Ça peut être l'amélioration, l'adaptation au vieillissement. Ça peut être l'opération façade. Donc effectivement, il y a d'ailleurs encore, je pense, mais tout le monde ne refait pas sa façade. Certains font de la rénovation énergétique. Donc si ça rentre dans le cadre des règles de l'OPH, c'est une action.
c'est vraiment une opportunité pour notre commune pour valoriser ce cœur de ville, parce qu'un propriétaire seul ne le ferait pas. Là, il est aidé, il est incité, et surtout, je parle de propriétaires qui vont mettre à la location, puisque la mise à la location se fera évidemment sous condition de normalité, au niveau énergétique, confort, etc. Bon, en plus, prochainement, il y a le permis de louer qui va se mettre en place. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que, quelles que soient les personnes qui vivent dans ce quartier, elles soient bien logées et que ces quartiers s'embellissent. Voilà. Et ça, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Je pense que je dormirai moins bête. Oui. Allez. Merci, monsieur Y a-t-il, on a voté là ou est-ce qu'il y a des codes, des abstentions, tout le monde est pour? Merci beaucoup. Je crois que tu as fini, voilà. Oui, il y en a encore une. Ce soir, toi, tu le perds. Ben oui, ouais. Bon alors, rue des Remparts, je reviens pas sur l'explication. Donc, le propriétaire, lui, s'engage là dans un chantier important, puisqu'il a un total de dépenses de 92 545 € TTC pour réhabiliter cette maison qui est en très mauvais état, et l'aide sollicitée auprès de la commune de 6 500 €. Donc c'est un pourcentage qui n'est pas fixé par la commune, on vote ou on ne vote pas, mais disons qu'on est toujours dans des quotités qui sont bien encadrées par cet office. Rien de simple. Voilà. Je suis pas l'anglais de quoi. Il y a eu des... Est-ce qu'il y a des codes d'abstention? Le monde est pour. Merci beaucoup. Francis Molina. Point numéro 12, ça concerne l'aménagement sur la RD 914, une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage au département. Donc, la commune envisage de réaliser un rond-point d'entrée de la ZAC Las Closes afin de desservir la tranche 3, engagée par un ordre de service depuis le 30 novembre 2023, et nous allons lancer un marché de maîtrise d'œuvre dans ce sens-là. Le projet se situe sur l'emprise de la route départementale 914A, une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage est préalablement requise. Elle permettra d'autoriser les travaux sur le tronçon de voie visé, de définir les conditions de ce transfert de maîtrise d'ouvrage et de régler les obligations réciproques des parties pour la réalisation des travaux et pour la gestion ultérieure. Un projet de convention est ainsi proposé à l'approbation de l'Assemblée délibérante afin de permettre la création de ce giratoire. Je précise que ce giratoire est entièrement calculé dans les participations que doivent nous verser les aménageurs. C'est pas dans les participations qui ont été calculées, sauf qu'après l'histoire nous dira ce qu'on fait des participations en fonction de choix qui ont été faits par le passé, par les municipalités passées, mais le rond-point, le coût du rond-point est intégré dans les participations. D'ailleurs, c'est un débat avec les aménageurs, parce que vous faites un rond-point un peu plus petit. Voilà. Le calcul avait été fait sur un rond-point un peu plus grand. Mais bon, dans l'autre, on arrivera à négocier. Voilà. Des questions? Non. Je passe au vote. Les contre? Abstention? Tout le monde est pour, merci beaucoup. Francis? Point numéro 13, ça concerne le futur parking à l'emplacement de la zone actuelle. Donc c'est le permis d'aménager. La commune, comme vous le savez, a décidé de déplacer l'actuel boulodrome sur le site de l'espace Salita. En parallèle, la commune envisage de prioriser les déplacements piétonniers dans son centre ancien et d'utiliser les espaces publics pour renaturer la ville, notamment par l'opération N Ville-Jardin. Donc, il convient d'ores et déjà de prévoir un minimum l'équivalent de places de parking que nous enlevons de côté pour les remplacer et que ça serve au commerce et au centre d'intérêt.
Donc, le déplacement du boulodrome courant 2024 va permettre d'aménager sur son site actuel 59 places de parking. Le projet tel qu'envisagé prévoit un revêtement au sol restant en état afin d'éviter toute imperméabilisation. La pose de rondins de bois au sol délimiteront les stationnements. Le maintien des arbres existants et la plantation de nouveaux pour optimiser de l'ombre. Un nouvel éclairage plus respectueux de l'environnement sera mis en place. Le maintien du bâtiment existant en vue d'une utilisation peut-être d'une salle de réunion et un accès au parking qui se fera par la rue du marché. Un cheminement piéton longera ce parking afin de le relier au marché de Gros par extension, le centre ancien au site de l'ancien du marché de Gros. Ainsi serait-il envisagé d'implanter ultérieurement un plateau traversant sur l'avenue Narcisse Planas en accord avec le département. Enfin, les perspectives visuelles sur le site du marché de Gros seraient rendues possibles par la suppression du grillage de la clôture existante le long de l'avenue, sa remise en peinture et l'enlèvement des cyprès. Afin de mener à bien ces travaux, l'obtention préalable d'un permis d'aménager est requise. Compte tenu des délais d'instruction des autorisations et des procédures administratives inhérentes, il convient de la solliciter au plus tôt. Bon, on fait le parking parce que c'est utile, mais surtout, moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on ait une ouverture, que ce boulodrome qui constitue quand même une barrière visuelle sur une extension, au moins perçue de la ville et du marché de Gros. Donc, moi, je le mets en relation avec la transformation du marché de Gros, de l'essentiel du marché de Gros en une place végétalisée, non imperméabilisée, et donc que les gens puissent, quand ils passent ici, voir que la ville continue et ouvrir une ouverture visuelle, un passage aussi piéton et peut-être aussi clos sur la SCL 114. Oui. Tu mets fin aussi, Francis, à d'autres rumeurs, parce qu'on a donné aussi des rumeurs d'immeubles sur le parking, sur le boulevard d'immeubles, HLM, etc. Donc, voilà. Je pense qu'au moins ça mettra fin à cette rumeur aussi. Monsieur Portion. Je suis le seul. Mais c'est vrai qu'on a tout dit, et le monsieur l'a dit. On a dit qu'on prenait des constructions sur ce boulevard, qu'on allait faire des immeubles, des machins. Bon, monsieur Tribella, c'est vrai, il y a la végétalisation d'arbres, ce qui est très bien, très bien. On le fait partout, dans toutes les villes, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ça, je reconnais. Et maintenant, il y aura des places de stationnement, c'est bien. Je ne sais pas quoi c'est seront, un petit peu reste, parce que vous savez, monsieur Tribu, il y a de l'asphalte, il y a des. Comment dire? Caillebotis. Oui, voilà. Des goudrons qui sont perméables, vous savez. Donc ça, on peut le faire. Mais effectivement, c'est très cher, c'est vrai. Là, je vous reconnais, c'est très cher. Mais bon, ça existe. Oui, voilà, bien, monsieur le maire. Il faudrait J'ai le droit de parler aux positions. Oui, mais Je veux tu as le droit de parler. Et on ne s'en prive pas, parce que c'est quand même un moment important de ce conseil. Mais, merci pour le moment important. mais avant de parler, il faut écouter. Oui. Il n'y aura pas de goudron sur le parking. La structure restera ce qu'elle est, c'est-à-dire une structure perméable. Ce n'est pas marqué là. Mais ça a été dit par, c'est dans la délibération. Si tu l'as dit, c'est écrit noir sur Donc, blanc. je ne sais pas lire. Je ne le fais pas dire, tu n'as peut-être pas tout lu. Il n'y aura pas d'imperméabilisation. Et toutes les villes ne désimperméabilisent, certaines végétalisent, mais toutes ne désimperméabilisent pas. Ils ne végétalisent pas de la même manière. André, comme il ne parle pas le conseil, il te le répondra pas dessus, mais voilà. Et les places de parking, elles sont toujours utiles.
Parce que peut-être que pour faire une piste, peut-être que pour faire un plan de mobilité avec une place cyclo, on sera obligé de prendre une bande de stationnement qui se retrouvera dans l'ancien boulodrome. Voilà, donc il y a quand même une cohérence dans ce qui est fait. Voilà. Merci, monsieur le maire. Mais rien. André, tu veux rien? Allez. On vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Thierry Sanchez. Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais couper pour aux rumeurs, parce qu'il y a marqué création d'un corps permanent. Il vaut mieux. Rassurez-vous, on ne va pas embaucher du personnel supplémentaire. Voilà, donc c'est surtout dans le cadre d'avancement de grade au choix, dans la promotion des agents, dans le statut de la fonction publique, on est obligé, pour promouvoir les agents, de créer des postes. Donc là, il y a 10 emplois permanents qui vont être créés pour la promotion de l'agent. Donc, dans la filière administrative, un attaché principal catégorie A à temps complet, concernant le directeur général des services. Dans la filière animation, un animateur principal première classe catégorie B à temps complet, qui concerne le responsable d'animation. Et dans la filière technique, agent de maîtrise de catégorie C à temps complet, 8 agents des services techniques. Voilà, donc le conseil est appelé à délibérer sur là-dessus. Y a-t-il des questions? Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais à partir de maintenant, vous aurez des... Parce que, a priori, l'État nous fait confiance comme élu. Donc, sur nos délibérations, nous aurons parfois des choses nominatives, notamment, par exemple, sur l'attribution de subventions, etc. Par contre, dans les délibérations publiques, enfin, dans les échanges publics et les échanges filmés, il n'y aura jamais de nom. On a été un peu houspillé ou même on s'en est aperçu, je ne sais plus, par la RGPP, la RGPD, parce que parfois on a utilisé des noms de personnes et quand c'est diffusé, on n'a pas le droit. Voilà, donc nous, comme élus, on nous fait confiance et on fait confiance, vous aurez des noms, mais quand on s'exprimera devant un moyen de communication ou devant le public, on ne prononcera pas ces noms. Je ferme la parenthèse. Voilà, parce que les élus ont pu demander les noms des gens, Jamais. surtout pas la nomme, Jamais. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non. Des contre, des abstentions, tout le monde est pour. Merci beaucoup. Donc, André, tu sors, même si tu ne voulais pas sortir, mais vaut mieux que tu sortes. Et on va, Madame Peset va donner une délibération sur arbre et paysage 66. Alors, je ne vais pas la lire, Non. je vais essayer de la résumer. Très bien, très bien. Donc, il s'agit d'une convention avec Arbre et paysage 66 pour la plantation d'arbres et de haies. On le fait chaque année depuis 2021. Il nous accompagne dans cet engagement fort de la commune. Je ne sais pas si vous avez eu sur table, il y a une petite modification par rapport à ce qui vous a été transmis sur le coût affiché des plans au mètre linéaire. Donc, il était question de 2,50 € au-delà de 480 plans pour les projets de plantation. Il était question de 0,80 € pour les projets de régénération assistée. Or, il y a eu une coquille et il s'agit de 0,50 €. Donc, c'est moins cher, c'est bien. Cette année, la convention prévoit un nouveau volet. D'habitude, on fait des projets de plantation. Cette année, ils seront accompagnés par la fédération de chasse qui intervient sur la commune auprès des scolaires pour faire de la médiation sur la biodiversité. Et au plan national, la Fédération nationale des chasseurs a un projet qui s'appelle Sensibiliser. Et ils accompagnent quelques communes sur le département, dont Telle. Donc cette année, le financement des plantations de haies sera à 0 € pour la commune grâce à cette aide. Le reste du budget, qui est prévu dans la convention avec Arbre et Paysage, concerne donc une nouvelle action, c'est de la régénération de haies assistée
Alors on ne fait pas des plantations, mais on va accompagner des qui souffrent à redémarrer. On continue à faire des animations scolaires avec eux. Et le dernier point prévu, c'est un accompagnement auprès d'agriculteurs libériens sur cette démarche de restaurer des haies ou en replanter. Voilà. Donc vous avez le devis qui est joint et qui détaille tout ce que je viens de vous dire pour une somme de 2 760 €. Et donc, monsieur le maire vous propose de s'engager dans cette démarche. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le maire, pour vous engager dans cette démarche? Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le maire, pour vous engager dans cette démarche? Oui. Y a-t-il des questions, des contre, des abstentions, tout le monde est pour? Merci beaucoup. Donc, on va chercher monsieur Prima, là, il est tout aux portes. Et on va donner la parole à madame de Candille pour une délibération de catalane, je crois. Aussi. Je vous prie de m'excuser. Oui, non. La constate. Voilà. N'oubliez pas, monsieur. On ne note pas son délibération. Et je vais en profiter Voilà. pour faire part d'une délibération. Ah, mais c'est dommage, c'est pas là. Non, on va l'entendre. Dis la catalane, parce que Voilà. non, ça va m'énerver. La collègue catalane, est-ce que c'est compliqué en français? Fais la catalane. En el marc del Festival Itinerant Magreb tan lluny, tan a prop, Boulevard de l'Agriculture, del qual la ciutat és soci, es proposa al Consell d'acollir al vestíbul de ciutat administrativa del 26 de gener al 16 de febrer de 2024 l'exposition Salvar, protegir, testimoniar, propietat de SOS Méditerranée France. L'associació posa a disposició de l'Ajuntament aquesta exposició gratuïtament. Aquest últim, però, es responsabilitza de l'assegurança, la comunicació, el condicionament del local i la ubicació de l'exposició. L'alcalde proposa al Consell d'aprovar l'acord amb SOS Mediterrània i autoritzar l'alcalde a signar aquest conveni. Il n'est pas allumé. Si, j'en ai des Ah, tu viens de ça. Alors en français. Donc en français, il s'agit simplement d'une convention de prêt d'exposition de la part de SOS Méditerranée, dont je rappelle que la commune est un soutien. On l'a voté à l'automne dernier. Et cette convention accompagne le temps fort du festival Maghreb Simon si proche, boulevard de l'Agriculture à Aisne, je rappelle qu'il démarre ce week-end, samedi dimanche, avec des actions préalables scolaires le vendredi, je crois. Et donc, cette exposition sera installée dans le hall de la mairie de la cité administrative du 26 janvier au 16 février. Elle s'appelle Sauver, protéger, témoigner. Et donc, la convention prévoit les conditions réciproques d'accueil de cette exposition. Assurance, communication, aménagement des locaux, implantation de l'exposition. Donc il s'agit d'autoriser le maire à signer cette convention et au conseil en préalable d'adopter ce projet. Allez, y a-t-il des remarques? Y a-t-il des remarques et des observations? Des contre, des observations, tout le monde est pour, merci beaucoup. Amand. Donc, aquesta deliberació serà feta en català. Doncs, concerneix el dipòsit dels arxius departamental, fons fotogràfic d'Elisabet Aidemés. Doncs, després de converses amb l'arxiu departamental, sembla necessari que el fons fotogràfic lligat a la ciutat per la senyora Elisabet Aidemés, o la senyoreta, com m'haguessin dit en Piquet, Elisabet, format per fotografies reunides en 4 àlbums
es dipositi a l'Arxiu Departamental del Pirineu Oriental. El dipòsit permetrà garantir unes condicions òptimes de conservació d'aquests documents, així com la seva promoció, com la comunicació, digitalització, exposició, etc. S'establiria un inventari precís del dipòsit i es conservaria a l'Ajuntament com a l'arxiu departamental. En tindríem una còpia i l'original seria a l'arxiu departamental. Les condicions del dipòsit quedaran registrades en un acord entre les parts. Cal destacar que els documents dipositats a l'arxiu departamental segueixen sent propietat del municipi, en perdem pas aquesta propietat. L'Ajuntament pot sol·licitar la seva tornada per les operacions que implicarien el seu ús, per el que voldrien. Tenen el dret de refusar. Proposo doncs al Consell d'aprovar aquest dipòsit, que ja hagués tingut que ser fet de fa molt temps, que ho hem pas fet, se podien deteriorar els albums perquè són pas ben protegits. Doncs us demani d'aprovar aquest dipòsit a l'arxiu departamental i d'autoritzar-me a firmar, a signar qualsevol document relatiu a aquesta deliberació. Doncs ja està. En français. Il s'agit d'une délibération qui concerne le dépôt des 4 albums que Elisabeth Einenbenz a légués à la commune. Un dépôt auprès des archives départementales qui offre des garanties de conservation optimale de ces documents, qui nous aideront aussi sur leur mise en valeur, en particulier une numérisation de qualité qu'on n'a pas aujourd'hui, mais aussi de la communication, des expositions, on en parlera tout à l'heure aussi. Un inventaire précis du dépôt sera établi et conservé aussi en mairie aux archives départementales. Une convention est à venir sur ce sujet, elle n'est pas prête, elle n'est pas jointe à la délibération. Bien entendu, ces documents resteront propriété de la commune et elle sera tout à fait prioritaire pour toute opération qu'elle aurait envie de faire à ce sujet. Monsieur le maire a rajouté très justement que c'est un dépôt qui aurait dû être fait il y a longtemps parce qu'on n'a pas en mairie des conditions de conservation de ce type d'archives anciennes. Moi je rajouterais que je vous proposerais peut-être de faire d'autres dépôts parce qu'on a des choses précieuses dans la cave ou dans des armoires et de fait c'est difficile de les consulter dans de bonnes conditions ici et de les mettre éventuellement à disposition. Ok. Questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'absté? Qui est a favor? Doncs, ara, una altra deliberació català, però la llegirà Pere Montarales. On fait un resum. La Rosa Marie ho dirà. Oui, on va comprendre. Ah oui, ah oui. No, la llegiré pas, faré un resum. Sobre la continuïtat, diguem, del que s'ha dit abans. Es tracta d'una operació conjunta entre el Castell Reial de Cotlliure i la Vila d'Elna, en el marc de la commemoració 2024 de la retirada. Sabem doncs, que el Castell Reial ha estat un camp especial on hi ha hagut internació de republicans espanyols, catalans i brigadistes internacionals i doncs, es tracta de l'exposició d'una selecció de fotos sovint inèdites i realitzades per Elisabeth Einenbenz entre 1939 i 1944. Són 50 clixés i doncs el projecte és de fer aquesta exposició de banda i banda a la vegada al Museu Terrús d'Elna i a l'antiga capella del Castell Reial de Cotlliure. El pressupost previsional d'aquest projecte, exposició i programació
s'estima en 1.800 euros per la vila d'Elna. Moltes gràcies, Pere. Almenys haurà comprès una deliberació de tota religió. La parole à Rose-Marie Vattel. Bonsoir. Alors, en français dans le texte, il s'agit d'un partenariat culturel entre Elne et le Château Royal de Collioure. Alors, le Château Royal de Collioure, aujourd'hui site patrimonial majeur appartenant au conseil départemental, a connu des heures sombres durant la retirade. En effet, en 1939, il devient un camp spécial dans lequel ont été internés, dans des conditions inhumaines, plus de 350 républicains espagnols et ex-brigadistes internationaux. Le Château Royal présente aujourd'hui une exposition permanente qui rappelle cet aspect moins connu de son histoire. Alors, dans le cadre des commémorations 2024 de la retirade, un projet de partenariat entre Elne et le Château Royal de Collioure est à l'étude, dans le but d'organiser une exposition commune au cours du premier semestre 2024, d'une durée de 3 mois environ. Elle serait accompagnée d'une petite programmation culturelle commune à définir. L'exposition présenterait une sélection de photos souvent inédites et réalisées par Elisabeth Eden-Benz entre 1939 et 1944, soit une cinquantaine de clichés s'articulant autour de 2 grandes thématiques, la solidarité et l'entraide pour Collioure, le soin aux femmes et aux enfants pour Elne. Elle permettrait ainsi de valoriser et de faire connaître au grand public ces documents exceptionnels. Alors, les clichés seraient présentés dans la salle d'exposition du musée temporaire au musée Terrus à Elne, avec une date de vernissage encore à confirmer le 1er mars, et ce jusqu'au 2 juin de cette année, et dans l'ancienne chapelle du Château Royal de Collioure, probablement jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Afin d'inciter les publics à visiter les 2 expositions, il serait proposé de mettre en place des tarifs préférentiels. Au musée Terrus, ces tarifs seraient appliqués sur présentation d'un titre d'entrée du Château Royal de Collioure durant toute la durée de l'exposition. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 1 800 € pour Elne. Voilà, afin que ce projet puisse voir le jour, il convient de signer une convention à venir entre la commune et le Château Royal de Collioure. C'est ce que le Conseil propose, c'est ce que monsieur le maire plutôt propose au Conseil. Voilà, oui, très bien. Des questions? Aucune. Ah, de position? Aucune. Très bien. J'ai tout compris, comme je vous ai entendu parler, allez, y a-t-il des questions? Des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour? Merci beaucoup. Allez, je passe la parole à Sabrina. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je ne vais pas vous parler d'un sujet qui va faire taire certaines rumeurs. Ce sera un sujet beaucoup plus basique. Donc, je vais vous parler de la stérilisation des chats errants, puisque la précédente convention avec la SAFPA arrivant à son terme, nous avons décidé en fait de faire une convention avec une association qui est sur Rennes depuis 2 ans et demi maintenant, qui est connue avec laquelle on travaille déjà via la PM, tout ça, sur différentes interventions. Donc voilà, je rappelle quand même que dans le cadre de son pouvoir de police, monsieur le maire est responsable de la tranquillité et de la salubrité publique. Les chats, non identifiés, sans propriétaire ou détenteur, et vivant dans les lieux publics communaux, je tiens à le préciser, sont ainsi sous sa responsabilité. Cette population autonome, ne faisant l'objet d'aucune identification, vaccination
ni d'aucun suivi vétérinaire. Sa reproduction incontrôlée engendre une surpopulation, une propagation de maladies et donc un risque sanitaire pour les animaux domestiques comme pour l'homme. Du coup, le maire peut faire procéder à leur capture pour qu'ils soient stérilisés, identifiés avant d'être relâchés. Ils deviennent alors légalement des chats libres, ce qui leur confère un véritable statut juridique. Et oui, on en apprend ce soir. Les chats libres mais coupés. Oui, libres mais coupés, c'est ça. Ils vivent toujours en liberté contre la prolifération d'autres individus. En effet, lorsqu'un animal occupe une niche écologique, le retirer provoque un vide qui sera rapidement occupé par une nouvelle population. La nature a horreur du vide, comme tout le monde le sait. Donc, et les chats aussi. Et les chats aussi. Donc, du coup, partenariat avec l'association Cheval en Selle. Donc, comme vous l'aurez deviné, à la base, c'est une association beaucoup plus tournée sur les équidés, mais il faut savoir que cette association s'est formée pour pouvoir véritablement accueillir, proposer à l'adoption. Enfin, vraiment, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, il y a tout un travail sérieux autour de la gestion des chats, ce qui nous amène du coup à faire cette convention. Donc, cette convention est quand même dédiée, cette association est quand même dédiée à la protection animale. Et du coup, pour les futures campagnes de stérilisation, et là j'insiste, c'est les campagnes de stérilisation qui sont impulsées par la mairie. Voilà, donc il ne faut pas contacter directement l'association si ça rentre dans le cadre de tout ce que j'ai dit auparavant, que je ne répéterai pas. Pour du coup des campagnes de stérilisation et d'identification de ces chats errants organisées du coup par la commune. L'association procéderait à la capture et à la remise sur les lieux de vie, après bien entendu passage chez le vétérinaire, contre une participation financière forfaitaire annuelle de notre part, de la part de la collectivité, qui s'élèverait à 2 000 €. Cheval en Selle assurerait également le suivi de ces populations placées sous sa responsabilité et serait autorisé à sensibiliser les propriétaires de chats aux nécessités de stérilisation, identification et vaccination. Donc il y a aussi tout un travail autour, c'est pas juste la campagne, mais aussi plus on informe la population et plus il y aura un effort collectif qui participera à ce que l'on vive mieux, parce qu'on parle souvent des déjections canines, mais il n'y a pas que des déjections canines, il y a aussi des chats et tout autre type d'animal. Donc je ne vais pas la faire beaucoup plus longue. Monsieur le maire du coup propose que le conseil approuve cette convention entre la commune et l'association Cheval en Selle, telle que présentée en annexe à la présente délibération que tout le monde a bien entendu lu. Propose aussi que le conseil autorise monsieur le maire à signer l'avis de convention et tout autre document afférent, et de prévoir les crédits au budget principal de la commune sur l'exercice en cours. Je tiens à préciser qu'avec la SACPA, on devait payer la capture de chaque chat en plus de la stérilisation. Voilà. Ça paye la capture. Oui, non, mais il y a un bien-être animal là qui sera aussi assuré. Voilà. En même temps, les chevaux errants qui se reproduisent à travers, c'est un peu plus rare. Les chevaux errants, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, vous voyez. Donc, je voudrais, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Tout le monde est pour? Merci beaucoup. Alors, délibération numéro 20. Je propose donc que Camille nous lise une motion que nous proposons d'adopter sur la promulgation de la loi immigration. Et ensuite, il y aura tu l'as préparé ça? Oui. Il y aura une motion qui n'est pas prévue à l'ordre du jour. Je peux prendre la parole après? Je ne prends pas la parole après. Il vaut mieux que tu la après qu'avant. Non, mais arrête, moi je lis tout. Ah, mais t'as bien fait. Alors, là, pour le coup, je vais vous la lire les extensions. Monsieur le Président, donc le Président de la République, ne promulguez pas la loi immigration.
À la dernière élection présidentielle, les millions de voix se sont reportés sur Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Ce vote m'oblige, avait assuré le président élu. La loi immigration, véritable marchepied à l'idéologie nationaliste de l'extrême droite, est une trahison de cet engagement solennel pris devant les Français. Soutenu par le RN, ce texte, adopté sans réel débat au Parlement, fracture le camp présidentiel, mais surtout les fondements de notre République. En instillant le poison xénophobe de la préférence nationale, en remettant en cause le droit du sol, il bafoue les principes d'égalité et de non-discrimination, socle de notre démocratie fraternelle. Cette loi de haine et de division fait peser une lourde menace sur le sort de nos semblables, étrangers ou immigrés, donc sur la cohésion de notre société. Elle ouvre la voie au pire. Face à ce danger, nous, élus municipaux, soucieux du vivre ensemble, appelons le chef de l'État à se ressaisir. Nous lui demandons expressément de ne pas promulguer ce texte de tous les dangers. Monsieur le maire propose que le Conseil adopte la présente motion. Je rappelle que c'est demain que le Conseil déjà prononcé. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Monsieur Poisson. Je vous remercie, monsieur le maire. Peut-être vous voulez dire quelque chose. Tout à fait. Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Alors, tout d'abord, c'est vrai, alors je réponds à madame et je vous réponds à tous. Attendons déjà demain les décisions du Conseil constitutionnel. Je pense que certains articles sont abrogés. Je le pense. Et n'oubliez pas que M. Fabius, président du Conseil constitutionnel, est le vôtre. Vous le savez, monsieur le maire. Et pourquoi vous ne le dites pas? Donc, je pense qu'il y aura des textes, des articles abrogés, je pense. Ensuite, je pense qu'il y a des jeunes ici. Il y a des jeunes, bon, vous, peut-être pas de seniors, pas encore. Mais, je veux vous dire quelque chose. En 1981, lors de la campagne présidentielle, pourquoi vous regardez? Monsieur Georges Marchais, oui, monsieur Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, hein? Merci, a déclaré, je pense, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. 1981. C'est vrai, monsieur le maire? Je ne sais pas, il faudrait questionner Georges Marchais. Ah mais oui, non mais je ne peux pas le questionner, il est bon. Et en même temps, reprendre. Oui. Et en même temps reprendre la déclaration intégrale du discours de Georges Marchais sur la question. Tout à fait. Je suis allé sur Internet, allez-y, vous verrez. Il y a tout. Ensuite, alors c'est une liste d'hommes de gauche. Il y a tout, mais vous ne citez qu'une phrase. Ah oui, alors je vais vous dire une autre phrase que je connais, parce qu'on m'a dit qu'il faut citer tout le reste. Michel Rocard, Premier ministre. Premier ministre de François Mitterrand. D'accord? Il a dit, nous ne pouvons pas accueillir toute la mission du monde, mais simplement une petite partie. Vous êtes d'accord, monsieur le maire? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il a bien dit ça. Il a bien dit ça. Oui, il a dit ça. Ah oui, il a dit ça. Ah, il a dit ça. Il a dit ça, oui, je suis d'accord qu'il a dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Non. Mais encore que là aussi, il ne faudrait pas de l'intégralité. Cela dit, monsieur Poisson, venez-en en fait, c'est quoi que vous voulez nous dire? Alors, ce que je veux dire, c'est que finalement, la droite et la gauche, nous ne sommes pas arrivés au problème de l'immigration. C'est vrai, franchement. Ça fait 45 ans que ça dure, et on n'a pas trouvé de solution, ni gauche, ni droite. Malheureusement. Attendez, je finis. Vous savez, j'étais en gendarmerie, malheureusement. Et heureusement aussi. J'étais à Trappes. Trappes, tout le monde connaît, ici. Et dans les Yvelines. Et effectivement, après j'étais à la section recherche et de recherche de Versailles. Et malheureusement, on a eu affaire à des mineurs non accompagnés. Bon, un mineur non accompagné, que vous le vouliez ou non, vous pouvez le regarder tous, c'est vrai, je suis marié, j'arrive à Paris. C'est vrai, j'arrive à Paris. J'ai trois solutions. Soit je fais le guet dans une ville, soit je cambriole, soit je vole.
Pour survivre, c'est tout. C'est vrai, il ne faut pas dire le contraire, mais c'est ça. Si Je l'ai connu, malheureusement. C'est honteux ce que vous dites, vous pouvez pas parler comme ça. Et pourquoi je ne peux pas C'est pas les généralités non plus. Je l'ai connu, j'étais gendarme, moi. Et alors? Et pourquoi? Des mineurs non accompagnés, qu'est-ce qu'ils fassent? Un Malien de 17 ans, à Lyon, ou à Paris, ou à Perpignan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, il va rigoler. Mais c'est pour ça qu'il faut l'accompagner. Pour survivre. Dans votre propos, ça veut dire que tout étranger est forcément mauvais. C'est inadmissible d'entendre des choses comme ça. Monsieur Poisson, d'abord, vous n'avez plus la parole parce que je vous la lève. Non, d'accord. Je vous enlève la parole, c'est moi qui distribue la parole. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Vas-y. Oui, moi je pense qu'on ne peut pas plaisanter le sujet, il y a de quoi rire. On est en train de remettre en cause les fondements même de notre République par des textes petit à petit qui sont entraînés par des positions d'extrême droite. Donc il y a effectivement, on peut toujours trouver le mauvais grain dans une tonne de blé. Des conditions qui amènent à un certain nombre de situations. On peut discuter face à un fait, mais je crois que ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de défendre des valeurs humanistes, basiques, essentielles de notre société. Jacques, sérieusement, je ne réponds pas systématiquement qu'il n'a pas la parole. Non, le sujet est sérieux. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça me va. Ce que Sylvain vient de dire génère. Donc, moi, je veux quand même intervenir sur le sujet. D'abord, le problème de l'accueil en France des personnes qui, dans leur pays, risquent la mort, soit pour leur appartenance religieuse, pour leur conviction philosophique ou politique, ou à cause de la situation économique du pays, ça n'a pas commencé il y a 40 ans, c'est l'histoire de l'humanité. On peut même dire qu'il n'y aurait pas d'humanité, s'il n'y avait pas eu de migration. C'est les migrations qui ont fait que l'humain a subsisté. C'est la migration. Voilà. Sinon, les problèmes congénitaux auraient détruit l'espèce humaine. Donc, depuis la nuit des temps, il y a des migrations et c'est salvateur pour l'humanité. Moi, je suis le petit-fils de l'immigration. Si on avait tenu, et on les a tenus, et heureusement qu'il y a des gens qui ont résisté, les propos que tu relais ce soir, à l'époque, ici, beaucoup de gens ne seraient pas là aujourd'hui, ne seraient pas là. Donc, c'est l'origine de notre démocratie, c'est notre République, nos valeurs. Alors après, on peut critiquer la manière dont s'est construit la France, etc., parce qu'il y a d'autres problèmes liés à ça, mais je rappelle que les généraux qui ont défendu la République dès 1789 n'étaient pas français. Ils étaient polonais, ils n'étaient pas français. Donc, de toute l'histoire de la République française, l'accueil des gens qui étaient chez eux en danger de mort, pour quelque raison que ce soit, c'est une valeur sur laquelle je crois que notre pays ne peut pas revenir sans se nier. Voilà. Après, ce que tu dis, ça me fait mal au cœur de te le dire, sur les MNA, c'est indigne, c'est ignoble. Sur les mineurs de la compagnie, c'est ignoble. La majorité, tu n'as rien connu, tu as eu une expérience à Trappes, on en a parlé souvent, je connais ton histoire, tu es passé à Trappes, mais tu es aussi allé dans d'autres endroits, et ce n'est pas forcément après eux que tu courais. Donc, aujourd'hui, les mineurs de la compagnie, on a des exemples sur cette ville, sont des jeunes qui veulent étudier, qui sont encadrés. Mais, si, non, pas tant mieux, si on suivait des positions comme les tiennes, aujourd'hui ils seraient dans une situation de non-encadrement qui ferait d'eux obligatoirement des délinquants. Si
ils ne cherchent pas d'autres recours que ceux de passer par l'école, de l'université, etc., c'est parce que précisément, on les encadre. Précisément, on les accueille, les mineurs non accompagnés. Et sur elle, il y en a, et il y en a eu, y compris les clandestins, parce que ce qui est scandaleux, c'est qu'une fois qu'on les a encadrés, et c'est le département qui nous prend à sa charge, et moi je suis fier de ça, c'est le département, on vient d'acheter un hôtel pour les encadrer. Si on ne leur donnait pas un peu d'argent de poche, si on ne les accompagnait pas dans le... Et quand ils ont 18 ans, qu'on leur a fait miroiter l'école, le travail, etc., ils vont être maintenant victimes à cause de cette loi de l'OQTF. C'est-à-dire qu'on va recueillir des gamins qu'on fait aller à l'école, auxquels on fait miroiter, et souvent ce sont des bons élèves, ici un enseignant peut en témoigner, mais on peut en témoigner ailleurs, souvent ils deviennent des universitaires, et maintenant à cause de cette loi, ils vont avoir, dès qu'ils vont avoir 18 ans, un QTF. C'est-à-dire on va les expulser dans un pays où ils risquent la mort. Écoute les histoires, on a parlé d'SOS Méditerranée, viens écouter ce week-end les histoires de ces jeunes qui, à 15 ans, sont partis de leur pays, ont laissé leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs, ont traversé des pays hostiles, où on les a emprisonnés, où on les a battus, où on les a violés pour arriver en France. Tu crois qu'il ne faut pas crever la dalle pour faire ça? Tu crois qu'ils n'ont pas mérité que notre pays leur donne une chance comme ils ont donné à d'autres gens venus de l'étranger? Tu crois que ce n'est pas mérité après avoir... Tu crois que c'est pas dur de partir du fin fond de l'Afrique ou de je ne sais pas où et de traverser pour pouvoir croûter, simplement pour pouvoir croûter, espérer vivre jusqu'à... Voilà, donc moi je crois que si notre pays met en place des lois comme ça, il cède, je suis là, je m'en excuse, il cède à une idéologie qui est en train de gagner l'Europe et le monde. Et parce que les gens ont cédé à cette idéologie en 1939, il y a eu des gens qui ont été accueillis dans des camps de concentration. Parce que idéologiquement, les idées d'extrême droite avaient gagné l'opinion. Personne ne s'est révolté contre l'internement, par exemple, des Espagnols dans les camps de concentration. Voilà. Et donc, il ne faut pas céder à ces deux. Le problème de l'immigration est un sujet. On peut dialoguer. Est un sujet. Oui, mais on ne peut pas dire que les MNA, ils sont pas comme fonction de mendier ou de voler. Oui, tu l'as dit. Non, je l'ai dit de mal. Donc, tu l'as dit. Monsieur Marché est raciste. Tu l'as dit. Monsieur Marché est raciste. Monsieur Marché, laissons-le au cimetière. Oui, laissons-le au cimetière. Non, mais ça, vous n'acceptez pas ça. Pardon. La gauche n'accepte pas. Autour de cette table. Et il l'a dit. C'est moi qui, je ne vous donne pas la parole. Autour de cette table, il y a au moins 90% des élus qui ne se sentent pas liés par la parole d'un parti, quel qu'il soit. Parti écologiste, parti communiste, parti socialiste, ils ne se sentent pas liés parce qu'ils n'en sont pas membres. Et il n'est pas avéré que les autres se sentent liés par la parole d'un homme qui s'est exprimé il y a 40 ans dans un contexte. Voilà. Donc, mais ici, ils pourraient tous parler. La parole de Georges Marchais et de Michel Rocard, ils s'entamponnent parce qu'ils ne sont pas liés à leur organisation politique, etc. Voilà. Donc, ici, il y a peut-être 2 membres ou 3 membres encartés au Parti communiste, peut-être au Parti socialiste. Tu n'as pas le droit de sortir une phrase, c'est malhonnête de sortir une phrase d'une déclaration. Où on lit la déclaration complète, et puis d'aller chercher une déclaration de 1981 sur un problème aujourd'hui de 2024 efficient et donc qui fait l'actualité et qui révolte beaucoup de monde, qui a satisfait beaucoup, mais pas, comme le dit la motion, les idées que nous, on combat. Mais je suis d'accord, voilà. ça fait 44 ans. Arrêtons avec les clichés. Non, mais ça fait 44 ans qu'on parle d'immigration, c'est ce que je veux dire. Ça fait plus de temps que ça. Ça fait plus de temps que ça. Ça fait plus de temps que ça. On n'a pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution. Et on n'a pas trouvé la solution. En tout cas, est-ce que excusez-moi d'avoir mis J'ai un projet de fit juste pour... Non, je m'y attendais. Pour donner
Non, mais je l'ai dit mal. Juste une petite information qui résonne avec ce que tu as dit. Vous pouvez voir demain soir au cinéma Gauthier à 18h30 le magnifique film Moi Capitaine qui retrace le parcours de ces jeunes et de ces populations mais qui sont essentiellement jeunes. Et c'est pas anodin, et oui, les deux, mais c'est pas anodin de voir cette expérience-là. Je vais passer au vote. Il n'y a pas d'autre sens. Est-ce qu'il y a qui est contre cette motion? Je ne dis plus rien. Qui s'abstient? Donc je considère que tous les gens dans cette salle sont pour. Merci beaucoup. Merci pour le dialogue. Passionné. Annie, donc vous n'avez pas à l'ordre du jour, mais c'est une question de Je vais vous expliquer pourquoi. affichée. On va parler d'une autre sorte de poison, c'est les pesticides. Les communes du département ont été sollicitées par M. Joseph Garrigue, qui était conservateur de la réserve naturelle de la forêt de la Passane, et qui s'est lancé dans une marche au départ de la forêt le 13 janvier jusqu'à Paris pour demander l'interdiction totale des pesticides sur le territoire national. C'est le constat de la présence de ces poisons qui touchent aussi des écosystèmes préservés comme celui de cette forêt primaire, donc très ancienne, qui est en libre évolution depuis plus d'un siècle et demi, c'est-à-dire où l'homme n'a eu aucune action sinon de l'observation. Donc la présence de pesticides qui l'a motivé dans cette démarche de lanceur d'alerte. L'impact des pesticides et de la sécheresse qui avance dans notre département n'est sans doute qu'un aperçu de ce qui attend une grande partie de notre pays, où la plupart des forêts adaptées au climat tempéré ne vont pas pouvoir résister bien longtemps, avec aussi les conséquences multiples prévisibles sur le quotidien et la santé de nos concitoyens. Je ne parle pas que des Pyrénées-Orientales, je parle de la France et même de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, je pense aussi que les migrations climatiques vont s'accentuer et donc on reparlera certainement encore longtemps de migration et il faudra les gérer. Dans la continuité de ces engagements, telle la déclaration d'urgence climatique votée à l'unanimité, le conseil municipal d'Aisne soutient l'appel de la forêt, demande officiellement au gouvernement et aux institutions législatives de la France de proposer et voter l'interdiction totale, sans dérogation, des pesticides sur le territoire national et le relais de cette demande au niveau européen. Monsieur le maire, enfin, je propose à Monsieur le maire de proposer au conseil municipal d'adopter cette motion. Alors, je n'ai pas attendu le mois prochain parce que la marche de l'appel de la forêt est en route et elle arrivera à Paris quelque part entre la mi et la fin février. Et il est important pour eux de recevoir le maximum de soutien avant leur arrivée. Et donc d'autres communes du département ont déjà signalé leur soutien. Non, 2 secondes. Monsieur Poisson, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Nous allons voter pour l'Europe en juin. Alors, vous allez à la Juncker, vous avez du Roundup et du glyphosate, sans problème, c'est vrai. C'est pas la même chose. Voilà, alors, c'est quoi cette Europe? Non, mais c'est vrai, franchement, là, vous avez raison, c'est pas de problème. Mais alors, voilà, je ne sais pas. Quelle Europe il faut avoir? Je ne sais pas. Merci. Il y a déjà des législations là-dessus, simplement il y a aussi encore des dérogations, notamment sur le glyphosate. C'est pas normal. Il a beaucoup été question, ce n'est pas normal. Donc, M. Garrigue a démissionné de son poste de conservateur. Il a été conservateur 30 ans de cette forêt magnifique qui a été classée au patrimoine mondial. C'est pas pour rien, elle est très ancienne et surtout c'est le fait qu'on ne la travaille plus depuis très longtemps qui fait que c'est un réservoir de biodiversité magnifique. Alors, si la Passane est pleine de pesticides, Monsieur Garrigue, j'emploie ces mots, c'est pas vulgaire, on en pisse tous du pesticide. Alors, à mon âge, je m'en fiche, mais j'ai des enfants, j'ai un petit-fils de 2 ans, et
Et je trouve qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. C'est pas grand chose, c'est un petit truc en plus pour essayer d'obtenir des changements sur ce point-là. Oui, mais franchement, l'Espagne est dans l'Europe, je sache. C'est-à-dire, vous franchissez 50 km, vous avez du Toutac et vous avez du Roundup. Est-ce que c'est une raison pour rien faire? Je voudrais te demander, Non, mais je suis anti-européen actuellement. Oui, mais tu représentes des partis qui sont pour une Europe libérale et qui fait ça. Ah non, je ne représente personne. Je me représente à moi tout seul. Voilà. Dans les lois, je ferai ce que je voudrais. D'accord, oui. Tu pensais que... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, effectivement, là où je pense qu'on a raison et on peut partager, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui n'est pas... Mais c'est vrai pour les salaires, c'est vrai pour les charges, les cotisations sociales, c'est vrai pour les coûts d'exploitation. Et cette concurrence libre et non faussée porte un nom, libéralisme, que défendent un certain nombre de partis. Voilà. Ils s'en accommodent ou ils défendent le libéralisme. Alors, on pourra toujours gueuler, mais tant qu'on pourra faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on défend un certain nombre de valeurs, dont celle-là fait partie. Et on ne peut pas laisser crever nos forêts et on peut trouver des alternatives aux pesticides. Je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour en parler, mais on peut trouver des... En tout cas, quand moi j'étais à l'école d'agriculture, on visitait des INRA qui commençaient à faire de la recherche pour lutter contre les maladies insectes et fongicides et champignons, de la recherche donc, qui pouvait mettre en danger les grands groupes industriels, voilà, et on leur a coupé les ailes en leur coupant les crédits. Voilà, donc quand on visite certains centres INRA à l'époque, dans les années 80, les gars nous disaient on n'a plus de sous parce qu'on essaie de trouver des alternatives aux pesticides. Voilà, donc ce sont des choix politiques. Et nous, là, on soutient quelqu'un qui a une démarche militante et il fait appel à nous et on répond comme ça. On répond autrement aussi, vas-y. Juste pour faire un petit rajout, en fait, le problème est hyper complexe et aujourd'hui, on a notamment le gouvernement, mais tous les gouvernements successifs, il y a les solutions qui s'appellent l'agroécologie, on le sait tous, mais pour arriver à l'agroécologie, il faut changer les techniques, accepter pendant plusieurs années d'avoir des pertes de rendement et tout ça. Et donc, bien sûr que pour passer sur une transition, si les gouvernements ne s'engagent pas à indemniser, aider à la transition, à ce moment-là, le gars, il ne va pas vouloir changer ses techniques. Moi, je pense qu'un agriculteur aujourd'hui, utiliser de la chimie, il faut ça aussi en bio, ils utilisent aussi des produits qui sont très nocifs pour l'environnement. Il faut le dire aussi par dérogation, comme disait Annie. Voilà, ils ne font pas de gaieté de cœur. Ils ont vu leurs parents mourir parfois à cause de ces produits-là. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, ils flippent. Ils n'arrivent pas à pouvoir mettre la transition en route parce que financièrement, les mecs, ils vont se casser la gueule. Parce qu'ils n'ont pas ni la technicité, ni les reins solides pour pouvoir passer ces étapes-là. Et donc, moi, je suis allé manifester lundi et c'était une des revendications qu'on avait sur les barrages qu'on a fait. Vendredi, on ira remanifester aussi pour ces questions-là. Donc tout ce qu'on entend sur BFM, sur les agriculteurs, les revendications, c'est même pas la moitié d'autres choses qu'on revendique en plus sur ces questions-là. Il faut savoir que voilà, on souhaite qu'on nous accompagne et qu'on puisse nous entendre pour pouvoir mettre en place cette transition que tout le monde souhaite pour le bien de tous. C'est les premiers qui s'imposent. Non, mais ils n'ont pas le choix, je sais. Monsieur le maire, si je peux, à monsieur Drivet, vous avez parlé de rendement. Alors, vous préférez les importations de pays qui malheureusement n'ont pas les normes européennes et françaises, vous préférez ça et pas de rendement français. Mais je ne comprends pas, je vous dis franchement. Non, mais effectivement, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Non, c'est pas ce qui a été dit. Non, il a fait les rendements, mais la question, c'est pas avec quel poison on tue les gens.
En Espagne, il est le poison français ou le poison chilien, c'est le même. Le poison, C'est de ne pas en Espagne, utiliser il est- le poison pour tuer les gens, quoi. C'est ça la question. Et effectivement, pour faire une conversion, il faut faire des sacrifices. Pour faire un sacrifice, il faut avoir les reins solides. Lesquels? Sacrifice de production pendant un moment, le temps que ta terre, je ne vais pas t'expliquer, il va te faire un cours d'agroécologie si tu veux, le temps que ta terre produise avec ta nouvelle manière de faire, il faut que tu croûtes. Donc, il faut que les pouvoirs publics soutiennent, sinon il n'y aura pas de conversion. Il n'y aura pas de conversion possible. C'est simple, hein. Même Et quelle que soit sa nationalité. On joue en seul, au total, il va voter pour. Il y a des contre, des abstentions, c'est pour. Allez. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions directes? Bonsoir, c'est pas une question, c'est juste une information. Le carnaval, cette année, aura lieu le 17 février, place de la République, à partir de 14h30. Avec un bal costumé pour les enfants, un stand de maquillage, des jeux pour les enfants, confetti et un goûter offert par la municipalité. Voilà une bonne information. Voilà. Et le 4 février, il y a Calçotada. N'oubliez pas avec Slow Food. Et c'est Calçotada dans l'agroécologie, là, il y a du rendement parce qu'on a fourni toute la